Bonjour à tous. Vous êtes bien alors, pour ceux qui ont bien réussi à recevoir le lien, parce qu'on a eu quelques petits soucis ce matin, vous êtes bien connectés sur le troisième webinaire antipsychotique et personnes âgées liées aux pathologies psychiatriques vieillissantes. On va laisser un peu tout le monde rentrer. Aujourd'hui sera présenté un cas par le docteur Caroline Keinec, qui est psychiatre au centre hospitalier de Rouvray, accompagnée de Céline Vasquen, pharmacien à l'EPSM de Caen, et de monsieur Jean Roche, psychiatre gériatre au CHU de Lille, et ce en compagnie d'un certain nombre des membres du groupe de travail antipsychotique. Donc moi-même et Monsieur Degras, pharmacien au Médito de France, Cyril Magnan, pharmacien au Médite Normandie, Lucille et Michael, des coordonnateurs du CR3PA. Donc bienvenue à tous. On va attendre quelques instants avant de démarrer la réunion. J'arrête juste le partage quelques instants. On va attendre 5, parce que j'ai des gens qui sont encore bloqués. Voilà. Hop. Pour pas prendre trop de retard, on va démarrer tout doucement. De toute façon, ces diapos-là, vous les retrouverez en fait sur nos sites respectifs. On avait réalisé deux webinaires précédents dont on vous repartagera les pages. Pour rappel, les indications officielles des antipsychotiques chez le sujet âgé sont principalement en fait donc les maladies psychotiques, dont la schizophrénie, les troubles bipolaires, les troubles d'impulsivité, les troubles organiques et les troubles d'anxiété grave, ainsi que de la schizophrénie tardive, objet du webinaire de ce jour. En indication off-label, dont on avait parlé, les antipsychotiques chez le sujet âgé, notamment dans les symptômes comportementaux et psychologiques, on avait vu dans le traitement aigu de stabilisation de la schizophrénie, on avait fait deux gros webinaires sur la partie troubles psychotiques secondaires à la démence et tout ce qui était troubles du délirium et de l'agitation aiguë. Et aujourd'hui, l'idée était d'aborder avec vous, à travers un cas clinique du CHU de Caen, le point sur la place des antipsychotiques en schizophrénie. Bonjour à tous. Alors là, on va commencer par faire un point sur l'épidémiologie des patients avec une psychose vieillissante. Alors, il faut savoir qu'en 2022, les patients schizophrènes de plus de 65 ans représentaient une population de 114 000 personnes, ce qui représente quand même un chiffre assez important. Donc, c'est une population dont il faut tenir compte. L'âge moyen de ces patients schizophrènes au décès, au moment du décès, c'est de 69 ans. Et si on regarde ce qui se passe depuis, on va dire, une vingtaine d'années, ce qu'on peut constater, c'est que l'espérance de vie de ces patients schizophrènes a augmenté de la même façon que dans la population générale, mais pas dans les mêmes proportions. C'est-à-dire qu'on garde toujours un décalage avec la population générale. Et cela est lié au fait que la mortalité des patients schizophrènes, elle est 3 fois celle de la population générale. Alors du coup, ce vieillissement de cette population, elle va entraîner un certain nombre de questionnements. La première chose, c'est que comme ces patients schizophrènes vieillissent, on va avoir l'apparition de maladies somatiques liées à l'âge, de la même façon que dans la population générale. On va également avoir l'apparition de troubles cognitifs qui sont liés à la pathologie, au traitement, aux conditions de vie. Et puis, on aura également la question de la perte d'autonomie, comme pour des patients, des personnes plus âgées, sans pathologie psychiatrique, avec notamment la question du lieu de vie. Alors, si on regarde un peu dans la littérature médicale, on se rend compte qu'en fait, les articles consacrés aux patients schizophrènes vieillissants sont quand même très peu nombreux, et notamment en ce qui concerne le traitement. Donc, c'est une question effectivement qui se pose et peu de recherches en fait sont consacrées à ce thème.
Alors, diapo suivante. Donc, comme on l'a dit, il y a une surmortalité importante chez les patients schizophrènes. Elle est en fait liée à 4 facteurs majeurs. Vous avez d'abord les facteurs de risque cardiovasculaires et le syndrome métabolique. Donc, ce sont des patients qui vont volontiers développer des diabètes, des dyslipidémies, une hypertension artérielle avec une tendance à la surcharge pondérale. Le deuxième facteur de surmortalité, ce sont notamment les néoplasies et notamment en lien avec les addictions. Alors, ça peut être l'alcool, mais il y a une addiction qui est très importante chez les patients schizophrènes, c'est l'addiction au tabac. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près 2 tiers des patients schizophrènes fument, pour environ 25% en moyenne dans la population générale. Donc, c'est un facteur de risque très important. Troisième facteur de risque, c'est la mauvaise compliance aux soins. On sait que ce sont des patients qui ne vont pas voir le médecin généraliste, avec des pathologies somatiques de ce fait qui sont découvertes beaucoup plus tard à des stades sévères. Ce sont des patients qui ont une mauvaise compliance au traitement, souvent, et puis qui ont des comportements d'errance médicale et souvent des patients qui n'ont pas de médecin traitant. Enfin, un facteur de risque important, évidemment, c'est la mortalité par suicide et par accident du fait des comportements à risque. Diapo suivante. Alors, si on regarde cette étude, qui s'est effectivement attachée à regarder plus précisément les facteurs de risque, pour la mortalité des patients schizophrènes, ce qu'on voit, comme je vous disais, c'est que, depuis les années 90, comme dans la population générale qui est sur la gauche du diagramme, la mortalité, les différents types de mortalité ont diminué. Ce qu'on voit chez les schizophrènes, les patients schizophrènes à droite, c'est qu'on a surtout une diminution de la mortalité cardiovasculaire par pathologie respiratoire et également tumorale. Par contre, on a 2 types de mortalité qui restent stables malheureusement. Ce sont les mortalités, la mortalité accidentelle et la mortalité par syndrome métabolique. Diapo suivante. Alors, on s'est posé la question évidemment de savoir si cette mortalité, est-ce qu'il y a un lien avec la dose d'antipsychotiques qui est prescrite chez ces patients? Ce qu'on voit donc dans cette étude qui a été réalisée chez des schizophrènes, alors là pour le coup, c'est pas forcément des schizophrènes très âgés, ils avaient un âge moyen de 45 ans. Quand on regarde la mortalité en détaillant soit par suicide, soit par facteur de risque cardiovasculaire, on voit qu'en fait, plus la dose d'antipsychotiques est élevée, plus on va avoir une mortalité cardiovasculaire qui va monter. Mais à l'inverse, si on regarde la mortalité par suicide, on voit que plus on augmente la dose d'antipsychotiques, plus la mortalité par suicide diminue. Donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que à tous les coups, on perd en gros. Soit vous diminuez la mortalité par suicide, soit vous diminuez la mortalité cardiovasculaire. Diapo suivante. Alors, si on regarde un peu les pratiques actuelles en termes de prescription d'antipsychotiques chez les patients âgés, on voit que quand même les psychiatres habituellement prescrivent des antipsychotiques de 2e génération, donc évidemment classiquement le Risperdal, l'olanzapine, l'Abilify. Donc là-dessus, on n'est plutôt pas étonné. Effectivement, ça correspond aux recommandations. Les critères de choix, bien sûr, c'est l'expérience du psychiatre et de l'utilisation des antipsychotiques, et puis évidemment les effets indésirables qu'on va retrouver chez certaines molécules comme l'halopéridol qui vont être moins bien tolérées. L'utilisation des neuroleptiques d'action prolongée, alors la moitié, en gros, l'utilise pour des questions de compliance chez des patients qui vont refuser l'antipsychotique par voie orale. Et puis quand même pour une autre moitié des psychiatres, pour eux, il n'y a pas forcément d'indication dans la population âgée. Diapo suivante. Alors la question qu'on va se poser également, c'est chez le schizophrène âgé, est-ce qu'on peut rester aux mêmes posologies que chez un patient schizophrène plus jeune? Donc là, cette étude, elle s'est intéressée effectivement aux posologies auxquelles le patient répondait de façon
correcte, en tout cas, permettait une stabilité clinique en fonction de l'âge du patient. Ce qu'on voit chez le patient schizophrène jeune, c'est qu'on arrivait à avoir une réponse clinique lorsqu'à peu près 65% des récepteurs striataux étaient occupés. Quand on regarde chez le sujet âgé, on arrive en fait à avoir une occupation plus faible, 50%, qui permet également d'avoir une stabilité clinique. Ce qu'il faut donc déduire de ça, c'est que chez le patient âgé, il ne faut pas hésiter à essayer de diminuer la dose. Très généralement, en fait, on peut avoir une stabilité clinique en réduisant la dose, et dans cette étude, jusqu'à 40% de la dose. Donc, c'est quand même pas anodin. Avec en plus, effectivement, l'apparition de symptômes extra-pyramidaux qui vont se faire beaucoup plus précocement quand on va monter la dose, donc avec une tolérance qui sera meilleure si on réduit la dose. Diapo suivante. Alors du coup, pour illustrer tous ces propos, on vous propose un petit cas clinique. Alors il s'agit d'une patiente, Madame P, qui a 68 ans actuellement. Donc c'est une patiente qui a un diagnostic de schizophrénie paranoïde résistante. Donc c'est une patiente qui est archi connue de la psychiatrie depuis les années 70, donc vraiment avec une maladie très évoluée. Elle est célibataire, sans enfant, elle est sous mesure de protection. Il n'y a pas de contact avec la famille parce que les parents sont décédés et qu'il n'y a aucun contact avec la fratrie. Et c'est une dame, avant d'être en EHPAD, qui vivait en famille d'accueil thérapeutique avec un suivi au CMP. Devant on va dire, l'importance des troubles du comportement et de la symptomatologie délirante, cette patiente est rentrée en EHPAD. Alors, diapo suivante, voilà. Donc, au moment de son entrée en EHPAD, donc ça c'était en 2018, elle avait donc un traitement qui était celui de la sortie d'hospitalisation, puisqu'elle sortait d'hospitalisation quand elle a intégré l'EHPAD. Donc, elle avait comme antipsychotique du Soliant à 800 mg le soir, un traitement hypnotique par l'ormétazépam, un traitement antidépresseur par myocérine. Elle avait ensuite un antipsychotique plutôt à visée sédative, le Nosinant, un antiparkinsonien, une benzodiazépine à dose confortable, et ensuite un antipsychotique d'action prolongée, l'aldol-décanoate à la posologie de 5 ampoules tous les 28 jours. Diapo suivante. Alors, l'évolution pour cette patiente, elle est un peu compliquée puisque à partir du moment où elle a été admise en EHPAD en 2018, on va voir que son parcours il a été émaillé de nombreuses rechutes avec des réhospitalisations et de multiples modifications dans son traitement, pas toujours très efficaces. Donc, après l'entrée en EHPAD en octobre 2018, la patiente continue à présenter des symptômes délirants et donc le psychiatre qui la suivait à l'époque va rajouter de l'aldolpéros. Devant l'inefficacité, elle va également y avoir une instauration de l'olanzapine avec un arrêt du Soliant. La patiente va être relativement stable par la suite, jusqu'à de nouveau une recrudescence délirante en 2021, où on va tenter d'augmenter l'aldolpéros. De nouveau, des symptômes délirants, on augmente l'olanzapine à 10, puis à 12,5, jusqu'à 20 mg par jour. La patiente se retrouve hospitalisée et l'aldolpéros est arrêté. Diapo suivante. À ce moment-là, on décide également d'arrêter l'aldol-décanoate et est instauré un traitement par clozapine. La patiente ensuite a présenté des symptômes plutôt d'allure thymique, ce qui a justifié l'introduction d'un traitement antidépresseur par venlafaxine, puis d'un traitement par théralite. En avril 2023, la patiente fait un surdosage en lithium, et donc le lithium est arrêté, et comme elle était stable sur le plan thymique, il n'a pas été repris ensuite. Actuellement, donc, la patiente est stable depuis 2023, donc depuis à peu près 2 ans. Diapo suivante. Donc, en pratique, la patiente est stable sur le plan clinique. Ce que moi, je peux observer quand je vois la patiente en EHPAD, c'est qu'il reste effectivement une symptomatologie délirante, mais très modérée, à bas bruit, comme c'est très souvent le cas chez les patients schizophrènes âgés. Donc, il n'y a pas une véritable critique des éléments délirants, mais par contre, ce qui est le critère important, c'est qu'il n'y a pas du tout de trouble du comportement associé, et elle est également stable sur le plan thymique.
Les quelques variations que je peux faire des fois dans le traitement, c'est effectivement ajuster la posologie de la clozapine parce qu'elle a des clozapinémies qui sont assez variables. Et puis adapter parfois la posologie du nosinant parce qu'il peut y avoir des périodes de recrudescence anxieuse, mais qui sont vraiment à la marge et qui ne nécessitent pas du tout d'hospitalisation. Ce qu'on constate également, c'est depuis l'introduction de la clozapine, une présentation qui est nettement moins déficitaire. C'est une patiente qui est bien mieux acérée dans l'EHPAD, qui participe aux animations, à différentes tâches même ménagères pour aider l'équipe, et donc une présentation qui est bien moins déficitaire. Diapo suivante. Donc au final, quand on compare le traitement à l'entrée en EHPAD de la patiente, donc elle sortait d'hospitalisation, on avait 2 antipsychotiques plutôt avisés antiproductifs qui étaient le Soliant et puis l'aldol-décanoate, avec du nosinant à visée plutôt sédative et un antiparkinsonien. Là, depuis 2023, on a le Leponex, donc la clozapine à visée antiproductive. Il reste un traitement antidépresseur, un hypnotique, et puis toujours un peu de nosinant à visée anxiolytique principalement. On va maintenant voir pourquoi faut-il réévaluer les antipsychotiques. Donc, comme vous le savez, les antipsychotiques, ils vont être responsables d'effets indésirables importants. Donc, ça peut être plusieurs types d'effets indésirables. Donc, on peut par exemple avoir des effets indésirables neurologiques. Donc, ça, c'est tout ce qui va être akathisie, syndrome parkinsonien, qui sont encore plus fréquents chez le sujet âgé et qui peuvent occasionner des risques de chute. On a aussi des risques au niveau tensionnel, donc notamment des hypotensions orthostatiques qui majorent grandement le risque de chute. Donc, ça sera aussi des effets indésirables à surveiller lors d'instauration d'antipsychotiques. On peut parler aussi des effets anticholinergiques. Donc, il y a 2 types d'effets anticholinergiques. Il y a les effets anticholinergiques périphériques, où là, ça va être plus de la constipation, des tachycardies, des troubles de la vision. Et pour les molécules qui passent la barrière hémato-encéphalique, on va aussi avoir des effets indésirables anticholinergiques centraux. Et là, ça peut être soit de la confusion et aussi des troubles de la mémoire. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de les éviter chez les patients à risque de démence. On a aussi un risque de sédation. Donc, on peut voir chez certains patients âgés qui vont être très sédatés sous d'antipsychotiques. Et pour cela, on va essayer de choisir des antipsychotiques qui auront un profil moins sédatif. Et il y a aussi des données de littérature qui ont montré qu'il peut avoir des effets cognitifs des antipsychotiques. Donc, le message clé, c'est de surveiller étroitement les effets indésirables. Diapo suivante. Donc, quand est-ce qu'on va réévaluer le traitement? Donc, la première chose, c'est quand il y aura des effets indésirables. Donc, soit si on a des effets indésirables donc neurologiques, donc comme on l'a dit, un patient sédaté, ralenti ou qui a un syndrome extrapyramidal. Si on a aussi des intolérances au niveau métabolique, donc ça peut être une prise de poids très importante, une dyslipidémie ou un diabète. Ou aussi si on a une mauvaise tolérance hématologique ou des comorbidités cardiovasculaires qui se rajoutent. On peut aussi réévaluer le traitement, bien sûr, quand il y a une mauvaise efficacité. On peut aussi le réévaluer quand la balance bénéfice-risque est mauvaise, c'est-à-dire, par exemple, si on a un patient qui a un médicament avec un antipsychotique de première génération et que d'autres molécules n'ont pas été essayées, on peut essayer de passer à un antipsychotique de deuxième génération. Et on a aussi le cas où on aurait une présence sur l'ordonnance de correcteurs anticholinergiques. Là, on peut peut-être se dire qu'il y a des effets indésirables trop importants et qu'on peut essayer d'autres molécules. Si on prend un exemple d'un patient schizophrène âgé sous antipsychotiques de première génération, il y aura 2 situations. Donc, soit le patient est bien stabilisé avec son traitement et il n'y a pas d'effet indésirable. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, dans ces cas-là, c'est le moment d'essayer de baisser un peu la posologie pour améliorer la tolérance au long cours. Et comme ça a été expliqué, on a vu que chez la personne âgée, des posologies plus faibles pouvaient être efficaces.
Et on aura la situation où cette fois-ci, on aura un antipsychotique de première génération, mais le patient n'est pas stabilisé, ou il y a la présence d'effets indésirables, ou alors les deux. Et là, on va essayer une autre molécule. Donc, l'autre molécule, ça va être choisi en fonction de la clinique. Donc, les molécules de choix, c'est Risperdal, Quetiapine, Olanzapine ou Aripiprazole, et on les choisit en fonction des effets indésirables et de la tolérance et de la clinique. Donc, par exemple, si on prend des exemples de comorbidité ou d'effets indésirables, chez un patient qui aurait des troubles cognitifs associés, on pourrait plutôt préconiser la risperidone parce que c'est la seule qui a l'AMM dans ce contexte-là. Si on a un patient qui a un QT long, on va essayer d'éviter certaines molécules et mettre des molécules qui allongent moins le QT. Ça peut être le cas de la risperidone. Chez un patient qui aurait un syndrome extrapyramidal, là, il y aura 2 molécules de choix. Donc, c'est soit quetiapine, soit clozapine. Et pareil, pour un patient qui aurait un trouble métabolique, on essaye de trouver une molécule qui n'a pas trop d'impact sur le syndrome métabolique, et ça pourrait être l'aripiprazole. Maintenant, on va parler des effets indésirables cardiaques. Donc, on le sait, les antipsychotiques, que ce soit de première ou de deuxième génération, ils vont exposer à un trouble du rythme cardiaque. Pourquoi? Parce qu'ils allongent le QT et ça augmente le risque de torsade de pointe. Donc, on sait qu'il y a certaines molécules qui vont allonger vraiment le QT. Il y en a d'autres qu'on a plus de mal à savoir au niveau de la littérature à quel point ils allongent le QT, mais on sait qu'il y a certaines molécules qu'il faut éviter, par exemple le tertian, l'aldol, le clopixol, donc notamment les antipsychotiques de première génération, c'est des molécules qui vont vraiment allonger le QT. Et il faut surtout éviter de les associer avec d'autres molécules qui allongent le QT. Ça serait le cas, par exemple, du citalopram ou de l'escitalopram, de l'hydroxyzine ou même de certains médicaments somatiques. Je peux prendre l'exemple de l'amiodarone. Si on parle maintenant du syndrome métabolique, donc ça, il y a des recommandations très claires qui ont été émises par la NSM. Donc on sait que les antipsychotiques peuvent faire prendre du poids, peuvent augmenter les troubles métaboliques comme le diabète ou les dyslipidémies. Ça peut augmenter l'appétence vers les produits sucrés et ça a été mis en évidence que c'était des effets indésirables qui n'étaient pas assez surveillés. Et les molécules qui augmentent le syndrome métabolique, ça va surtout être olanzapine, clozapine, aussi la quetiapine un peu. Donc, au niveau des recommandations, on ne va pas tout reprendre ligne par ligne, mais en gros, il faut surveiller le poids, le tour de taille, la tension artérielle, la glycémie à jeun et les bilans lipédiques. Les recommandations sont assez claires, il y a des durées à respecter pour chaque surveillance. Et tous ces critères, on a les normes qui sont bien indiquées dans les recommandations de la NSM. Par contre, pour le QT, les recommandations, elles sont moins claires. Donc, avant d'instaurer un traitement qui allonge le QT, le mieux, c'est de faire un ECG et ensuite de le surveiller après l'instauration du traitement. Les valeurs du QT, on peut dire qu'au-dessus de 450 chez l'homme, il faut être vigilant et au-dessus de 470 chez la femme. Mais il faut savoir qu'en fonction des sources, ces chiffres varient un peu. Mais on peut se dire qu'à partir de ces valeurs-là, il faudra avoir une vigilance accrue. On va aussi parler des troubles digestifs graves. Donc, on sait que les antipsychotiques peuvent provoquer une hypomotilité intestinale qui est surtout due à l'activité anticholinergique de ces molécules. Donc, ça peut être des effets indésirables de type fécalome, occlusion intestinale ou colite ischémique. Donc, ça peut être des effets indésirables graves. Bien sûr, ce n'est pas uniquement l'antipsychotique qui donne ces effets indésirables, c'est multifactoriel. Ça peut être dû à la sédentarité des patients âgés, à la déshydratation, à l'alimentation qui serait pauvre en fibres, ou alors à d'autres traitements médicamenteux et aussi à la polymédication. Il y a d'ailleurs une étude transversale de pharmacoépidémiologie qui a été faite sur les cas français qui avaient été notifiés au centre de pharmacovigilance.
Et on a pu voir que les effets indésirables liés aux troubles digestifs représentaient quand même 2,3% des effets indésirables associés aux antipsychotiques. Et c'est surtout le cas pour les antipsychotiques de première génération. Donc, ceux qui sont le plus cités, c'est siamémazine et Haldol. Et dans les antipsychotiques de seconde génération, c'est surtout la clozapine qui est impactée. Ils ont aussi pu montrer que dans la moitié des cas, il y avait quand même 2 antipsychotiques qui étaient prescrits. Et dans 68% des cas, il y avait une association médicamenteuse qui potentialisait ce risque. Voilà. Donc, on va faire un petit focus sur la partie clozapine. Donc, pour rappel, hein, la clozapine est réservée aux cas de schizophrénie résistante après échec d'au moins 2 antipsychotiques, y compris chez les personnes âgées, mais on peut également envisager sa prescription dans certains cas du trouble de comportement sévère, en lien avec les maladies neurocognitives. Mais ça reste une indication hors AMM. Vous retrouverez d'ailleurs une fiche clozapine dédiée de nos collègues au Médit Nouvelle-Aquitaine qu'on vous mettra en lien source outil. Donc, on a évoqué pas mal d'effets indésirables que vous avez pu voir dans les diapos précédentes, notamment des effets anticholinergiques marqués avec des posologies élevées et une surveillance à faire, notamment au niveau des effets métaboliques, cardiovasculaires et neurologiques, notamment chez les personnes âgées. La clozapine a la particularité d'avoir en fait une surveillance également hématologique responsable d'un effet indésirable grave qui est le risque d'agranulocytose. On a eu en fait, alors là voilà, les 2 fiches voilà, que vous retrouverez, donc la fiche clozapine là, que je vous ai remis avec l'ensemble des effets indésirables, les interactions médicamenteuses, les précautions d'emploi et les différents suivis cardiométaboliques. Donc vous les retrouverez hein, dans le diaporama qui sera mis à disposition à l'issue du webinaire. On vous a refait également un tableau de posologie et d'ajustement bon, dans le cadre de la schizophrénie résistante, donc avec les différentes phase d'initiation. Donc c'est valable en fait de manière générale pour les psychotropes, hein, avec une augmentation très progressive des posologies. On démarre toujours lentement et à demi-dose, voire quart de dose pour les patients âgés et on augmente vraiment de manière par palier avec des augmentations par jeu de 25 à 50 mg tous les 1 à 2 jours en 1 à 2 prises par jour selon la tolérance. En dose d'entretien, on retrouve des posologies entre 250 et 450 mg, mais on a retrouvé dans la littérature des posologies pouvant aller jusqu'à 900 mg, mais même si ça reste exceptionnel parce qu'en pratique courante en France, on retrouve plutôt des posologies autour de 600 mg par jour. Et les recommandations qu'on retrouve pour certains après arrêt supérieur à 48 heures, c'est de retitrer et de recommencer à 12,5 mg. On voulait faire un focus sur la clozapine parce qu'il y a eu pas mal en fait d'actualités en lien, ça depuis avril 2025. Donc là, tout d'abord, depuis avril 2025, si vous ne l'aviez pas vu passer, la prescription de clozapine désormais pourra être initiée en ville comme à l'hôpital, donc elle reste réservée à certains spécialistes hein, en psychiatrie, neurologie ou gériatrie, mais à compter du 1er avril, initiation et suivi du traitement peuvent être réalisés par un psychiatre neurologue, où qu'il soit, ou qu'il exerce. En lien également d'actualité, depuis septembre 2025, il y a eu une mise à jour des recommandations et de surveillance de la numération formule sanguine, notamment la numération formule leucocytaire, donc avec une mise à jour des modalités de surveillance des polynucléaires neutrophiles. Donc, vous avez tous les détails en fait sur la page information de sécurité marque clozapine qui est remis ici en bas de page, avec un ajustement qui a été fait également du carnet de suivi qui est à remettre, je vous le rappelle, aux patients lors de l'initiation de traitement. En termes de recommandations, donc voilà l'exemple du carnet de suivi. Donc, très actualisé, notamment avec ces tableaux d'évolution avec la distinction du patient en fait sans neutropénie et du patient avec neutropénie. Donc en gros, dans les changements, la surveillance des polynucléaires se fait toujours 1 fois par semaine pendant les 18 premières semaines du traitement par clozapine.
Ensuite, au bout de 18 semaines de traitement, on ajuste à une surveillance des polynucléaires neutrophiles au moins une fois par mois pendant les 34 semaines suivantes, à savoir de ce fait pendant la première année. Au bout de la première année, si le patient n'a pas présenté de neutropénie, on va pouvoir passer à une surveillance en fait d'une fois tous les 12 semaines et ensuite tous les 24 mois de traitement. Les seuils ont été de ce fait également réajustés en fonction en fait, de la barrière des 1500, des 1500 polynucléaires neutrophiles par millimètre cube. Donc voilà, vous retrouverez toutes ces infos. Sur la partie outils, bon, vous en avez quelques-uns là qui vont vous être présentés. Je vous rappelle que voilà, c'est le 3e webinaire et on vous mettra à disposition bien évidemment ce replay. Je laisse mon collègue, Mathieu faire le relais sur la partie, fiche PTMI. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je vais vous présenter quelques outils qui ont pour but en fait d'aider les professionnels de santé dans l'utilisation de tous ces médicaments psychotropes, donc que ce soit pour la prescription ou pour l'administration. Or, vous allez voir, il y a des outils qui ont été réalisés notamment par les Omédites ou alors par d'autres. Alors notamment donc les fiches PTMI. Alors les PTMI sont des protocoles thérapeutiques médicamenteux infirmiers. En fait, ce sont des outils d'aide à l'administration, donc à destination des IDE, notamment quand il y a des médicaments à administrer que les infirmiers, par exemple à domicile, ne vont pas forcément bien connaître. Donc là, en l'occurrence, c'est une collaboration au Médite Hauts-de-France et au Médite Centre-Val de Loire. On a réalisé des fiches PTMI sur les neuroleptiques à action prolongée. Donc là, en l'occurrence, l'aldol des canoas, mais vous allez avoir aussi, vous pouvez retrouver sur nos sites respectifs le Xéplion, par exemple, etc. Et en fait, ces fiches sont conçues vraiment pour la pratique de l'infirmier qui va administrer. Donc, vous allez avoir les indications, les précautions et aussi beaucoup d'informations sur comment préparer, administrer le médicament et aussi toute une partie surveillance et surdosage. C'est-à-dire que si l'IDE constate un symptôme, que doit-il faire? Est-ce qu'il faut rapidement orienter le patient vers un médecin ou est-ce qu'il y a des règles, des mesures hygiéno-diététiques qui doivent être tenues pour être respectées par le patient? Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces fiches qui peuvent être très utiles. Diapo suivante. Merci. Des outils que l'Omédite Nouvelle-Aquitaine, Guadeloupe, Guyane ont développés, donc on en a déjà vu il y a quelques minutes. Là, ce sont des fiches de Never Events spécifiques à la santé mentale, donc qui sont en lien avec des effets indésirables qu'on a pu évoquer il y a quelques minutes. Donc, on va avoir une fiche repérer les médicaments torsadogènes. Vous allez avoir donc une liste non exhaustive de médicaments avec des associations déconseillées ou des contre-indications. Et vous allez avoir des informations, donc par exemple dépister et corriger une hypokaliémie, qui sont susceptibles de favoriser l'apparition de troubles du rythme, dépister et corriger une bradycardie. Et puis la deuxième fiche, en l'occurrence, donc sur le risque de constipation. Donc pareil, une liste non exhaustive de médicaments à l'origine d'une constipation. Et puis il va y avoir des messages clés avec des règles hygiéno-diététiques pour essayer de lutter contre l'apparition de cet effet secondaire. Diapo suivante. Alors maintenant, le réseau PIC, donc, qui est un réseau spécialisé de psychiatrie, donc, qui a réalisé des fiches sur les psychotropes. Alors, donc, mais en fait, le réseau PIC propose différentes choses sur leur site internet. Alors, donc, des fiches d'information qui sont rédigées par les pharmaciens du réseau, des fiches sur les familles de psychotropes. Vous allez retrouver aussi une application à télécharger
sur Google Play, un guide des psychotropes. Et alors, c'est possible d'adhérer au réseau PIC, mais il y a des fiches sur les médicaments. Donc là, on peut voir 193 fiches qui ont été rédigées, qui sont accessibles même aux personnes qui ne sont pas adhérents. Donc, c'est vraiment une mine d'informations sur chacune de ces molécules où vous allez pouvoir retrouver pas mal d'informations. Donc là, on va voir sur la diapo suivante comment se présente une fille. Donc là, en l'occurrence, la clozapine. Vous retrouvez comme information des informations sur la galénique, les bénéfices à attendre de ce médicament, comment est-ce que le médicament doit être pris, quels sont les effets indésirables qui peuvent survenir, que surveiller pendant le traitement, les précautions et la dernière, c'est la prise régulière du traitement, la dernière partie. Donc, n'hésitez pas à consulter leur site internet. Donc là, pour ces outils, j'en ai terminé. Je vais parler du TDM ou donc du STP, le suivi thérapeutique pharmacologique, donc axé sur les médicaments psychotropes. Alors donc le STP ou donc TDM, Therapeutic Drug Monitoring, donc en fait comme vous le savez, c'est le dosage des taux plasmatiques ou sériques des médicaments, donc là en l'occurrence les médicaments psychotropes, qui va servir à révéler les caractéristiques pharmacocinétiques chez le patient de manière individuelle. Et donc c'est un outil pour l'optimisation de la thérapie. Alors, il y a des recommandations qui ont été publiées ces dernières décennies, donc à propos du STP, des médicaments psychotropes, et qui proviennent notamment du groupe TDM, de l'AGNP, l'Association de neuropsychopharmacologie et de pharmacopsychiatrie. Je vous épargne la prononciation en allemand. Et donc, ce groupe a publié en 2017 une version de leurs recommandations qui sont basées sur un consensus qui a été augmenté, mis à jour et qui est accessible sur leur site internet. Alors, sur le support qu'on vous mettra à disposition, vous aurez le lien pour y accéder. Et donc, en fait, le TDM va être fortement recommandé en cas de non-réponse au traitement ou en cas de présence d'effets secondaires ou d'interactions médicamenteuses. Diapo suivante. Il y a des niveaux de recommandation qui ont été définis. Alors, dans certains cas, pour les psychotropes, le TDM peut être obligatoire. Donc, c'est par exemple pour le lithium. Donc là, il y a c'est de manière unanime, il a été décidé qu'il était impératif, obligatoire de réaliser les dosages sanguins de lithium, car vous le savez, la marge thérapeutique est étroite. Et donc, des taux à la fois trop bas ont pour conséquence une inefficacité du médicament, et bien sûr, à l'inverse, des taux trop élevés qui vont présenter un risque de toxicité. Et donc, le groupe TDM de la GNP a défini quatre niveaux de recommandation, donc en plus de l'obligation. Donc, on a le niveau 1 avec une forte recommandation. Donc, par exemple, pour clozapine, et on en a parlé il y a quelques minutes, et olanzapine. Le niveau 2 recommandé donc, pour la risperidone. Niveau 3, donc utile pour la fluoxétine. Et le niveau 4, potentiellement utile pour l'agomélatine. Et donc le niveau 1 fortement recommandé, on peut constater que sur la liste des 154 médicaments examinés, eh ben, ce niveau 1 s'applique à 19 de ces médicaments. Donc là, vous avez... hop, merci. Alors, si tu peux revenir en arrière, excuse-moi. Ouais, désolé Mathieu, j'ai pas. Hop, je repars si j'y arrive. Elle a décidé de m'embêter, voilà. Merci Cynthia. Et donc en pratique, quand recourir au STP? Alors c'est par exemple s'il y a un doute sur l'observance, donc malgré l'interrogatoire du patient et de son entourage, s'il indique qu'il est observant, mais bon, qu'il n'y a pas
il n'y a pas d'efficacité attendue. Si on suspecte un surdosage médicamenteux, aussi si elle a survenu d'effets indésirables à des posologies faibles, et donc on s'interroge, est-ce que ce patient a un profil de métaboliseur lent, avec donc évidemment le médicament qui reste dans l'organisme plus longtemps, une résistance thérapeutique et donc un doute sur un profil de métaboliseur rapide ou ultra rapide. Donc, bien sûr, certaines molécules à surveillance biologique obligatoire, donc le lithium. L'introduction ou le retrait d'un autre médicament inducteur ou inhibiteur enzymatique dans l'ordonnance. Et alors même, on pourrait ne pas se cantonner aux médicaments. Par exemple, on peut citer le tabac, parce que vous le savez sans doute, mais le tabac qui est fortement inducteur enzymatique, donc un patient qui fume, il a certains médicaments donc, qui vont être métabolisés plus rapidement, et si pour une raison quelconque, enfin le patient arrête de fumer, et ben donc il y a après un certain délai la levée de cette induction enzymatique et donc finalement le médicament ne va plus être dégradé aussi vite et donc on peut se retrouver face à un surdosage médicamenteux avec comme ça l'arrêt du tabac. Euh, donc c'est à prendre en compte et puis bien sûr si jamais le patient se remet à fumer, à prendre en compte aussi sur la posologie. C'est aussi intéressant pour les patients qui ont subi une résection gastro-intestinale ou une chirurgie bariatrique. Alors, vous avez sur les recos de la SFGG, dans les recos, un chapitre donc, qui est consacré au TDM. Et donc, finalement, on peut dire que le TDM, ça va avoir pour but notamment de rassurer le clinicien s'il appréhende d'augmenter la posologie du traitement à une dose inhabituelle par rapport à sa pratique. Et aussi, ça va permettre de limiter le risque de pseudo-résistance thérapeutique par insuffisance posologique. Voilà, j'en ai fini avec cette partie. Et puis, on va vous laisser poser des questions si vous en avez. On en a déjà deux dans le chat. Donc, première question, c'est concernant les arrêts switch. Quelles sont les ressources à consulter en pratique pour avoir des recommandations sur les paliers posologie décroissance, ainsi que sur les ressources sur les posologies antipsychotiques et en psychiatrie? Nous, à l'EPSM, ce qu'on utilise souvent, c'est Switch RX. Il y a le site PsychiatrieNet ou le Collège méditerranéen de psychiatrie. Oui, mais sachant que effectivement, il n'y a rien de consensuel, du coup, ça dépend. Enfin, il faut croiser les sources. Je crois qu'on vous ajoute les liens dans le chat pour accéder aux ressources que Céline vient de mentionner. On a une deuxième question. Faut-il obligatoirement réclamer le carnet de suivi clozapine quand le patient est hospitalisé? Alors, Non, théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Mais ça reste bien compliqué à voir. Je c'est vrai vais les que nous, essayer en pratique. on l'a pas toujours, mais ce qu'on vérifie bien, c'est d'avoir les NFS, savoir à quelle fréquence il est et transmettre lors de la sortie d'hospitalisation à l'officine les NFS qu'on a eu. C'est très compliqué hein, en extérieur, effectivement, quand les traitements sont initiés dans un autre hôpital, de récupérer les carnets de suivi en cours. On est régulièrement confronté voilà, à remettre en place des carnets de suivi parce que théoriquement, effectivement, la délivrance est censée être visée par le pharmacien avec visa en fait de la NFS par le médecin. Euh, Théoriquement, oui, c'est obligatoire et ça reste toujours, entre guillemets, la course de dernière minute quand on voit arriver le patient et qu'on est obligé d'aller remettre en route un carnet le temps de l'hospitalisation sans savoir s'il va le suivre. Mais d'où l'importance en fait du point qu'on a voulu vous mettre parce qu'effectivement, en plus, là, avec les différentes modalités qui ont changé, et l'arrivée de la prescription en direct ville, c'est important d'avoir ce levier de communication avec vos patients. Alors, On il y a n'a pas Cyril d'autres qui... questions? Ah oui, pardon.
Non, je disais Cyril, merci beaucoup Cyril de nous mettre les différentes ressources. Par rapport aux ressources que Céline citait, elles sont présentes dans d'autres diapos qu'on rajoutera de ce fait au diaporama. Effectivement, le Switch RX et le wiki qui sont sur un certain nombre de sites, on vous les mettra à disposition. Et je reviens sur ce que je venais de dire, parce qu'on a une question qui est arrivée entre deux. La prescription de la clozapine étant réservée aux gériatres, neurologues et psychiatres, comme on l'a dit tout à l'heure, quid en SMR quand on n'a pas de spécialiste disponible? Oui, mais vous êtes en relais en fait, donc vous pouvez utiliser la prescription initiale du spécialiste de ville. C'est pas une initiation que vous allez faire en SMR, si? Alors, si vous pouvez compléter dans le chat. Ouais, sinon, Marion, je vous donne la parole, j'essaie de vous retrouver. Après, au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi, de toute façon, peut-être avoir recours à un spécialiste quand on se pose la question de l'introduction de la clozapine. Est-ce que déjà l'indication c'est quand même une molécule qui va avoir des effets indésirables, qui va nécessiter une surveillance biologique importante. Donc, c'est important que l'indication, elle soit validée quand même de toute façon par un gériatre, un neurologue ou un psychiatre. Donc, je pense que c'est effectivement introduire sans que le patient ait pu être vu par un des 3 spécialistes, ça me paraît un peu risqué, on va dire. Alors, on a eu une petite précision pour dire que ça avait déjà dû arriver d'avoir une introduction à SMR, mais je pense que Caroline, on va s'appuyer sur ton dernier message en disant que c'est important du coup de se tourner vers les spécialistes pour ces questions-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il reste un petit peu de temps pour nous poser des questions via le chat. Apparemment, non. Alors, j'en profite pour faire un petit appel au cas, pour éventuellement pouvoir voilà, animer un autre webinaire. C'est vrai que on trouvait la thématique antipsychotique particulièrement riche et par rapport aux différentes questions voilà, qui nous avaient été posées sur les webinaires d'avril. L'idée d'avoir fait le webinaire là, sur la partie clozapine, encore une fois, c'est parce qu'il y avait eu quand même pas mal d'actualités et encore une actualité toute récente qu'on n'a pas pu mettre là dans le support, mais qui correspondait en fait à une publication toute récente là, de novembre qui a bien montré, malgré les effets indésirables voilà, dont on a largement débattu, que voilà, la clozapine s'est révélée très efficace, hein. Il y a une publication qui date de novembre dans le Lancet Psychiatrie rapport justement aux diminutions du risque d'hospitalisation psychiatrique, d'où le fait voilà, qu'on voulait faire un focus dessus et ne pas, entre guillemets, tout en restant en fait précautionneux, ne pas oublier voilà, cette molécule dans l'arsenal thérapeutique sur la schizophrénie résistante. Alors, on a des questions sur le Les sujet de la ressources. psychiatrie. Ouais, je te laisse lire. Alors, quelles ressources au sujet de la psychiatrie du sujet âgé, notamment sur les troubles du comportement et leur évolution dans le vieillissement? Est-ce que vous pouvez préciser un peu votre question? C'est une autre question. On vous laisse peut-être préciser un petit peu votre question, parce que sur les ressources, le centre ressources, le CR3PA, essaie de proposer pas mal de choses, mais si c'est sur de la pharmaco pure, peut-être qu'on vous laisse préciser et on en profite pendant que vous nous précisez la question pour poser la suivante. Dans le cas où une personne âgée a un traitement ancien assez important, stable, mais avec une symptomato résiduelle, comme cité lors du webinaire, faut-il tenter de le diminuer au risque de majorer cette symptomatologie ou tenter de switcher ou rester sur cette base même si elle peut paraître importante? Donc là, la question, c'est un patient qui a une symptomatologie, qui est vieillissant avec une pathologie psychiatrique, qui est vieillissant et qui a une symptomatologie résiduelle, en gros, de ce que je comprends. Là, ça peut valoir le coup, effectivement, plutôt de tenter un switch. Si on baisse le traitement, on va être encore moins efficace, on va avoir encore plus de symptômes.
il faut essayer plutôt, à mon avis, effectivement, de changer de molécule. Après, ça dépend aussi de la molécule, des molécules qui ont déjà été testées, de ce qui a marché, pas marché, ce qui a été bien toléré ou pas. Je ne pourrais pas donner de recette magique, mais si effectivement ce n'est pas optimal, essayez de faire un switch. Alors, on n'a pas eu de précision sur les ressources demandées. Donc, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a nos vidéos capsules qui sont à disposition, si c'est ça le sujet, sur les différents troubles du comportement. On a une autre question qui est arrivée. Alors, sur le plan Celmio, qu'est devenu le diagnostic de psychose hallucinatoire chronique chez le sujet âgé? Comment se passe l'entrée dans cette maladie? Alors, le diagnostic de psychose hallucinatoire chronique, effectivement, c'est un diagnostic vraiment français. C'est ce qu'on appelle la PHC. Alors, en gros, c'est une maladie qui est censée donc intervenir chez la personne âgée, sans symptomatologie psychiatrique à l'âge jeune, et qui a une présentation principalement hallucinatoire, avec des hallucinations auditives, olfactives, etc. Et a priori, dans les descriptions, sans syndrome dissociatif, et donc à l'époque, c'était dissocié de la schizophrénie, qui doit présenter, qui se développe chez le patient plus jeune, et où on retrouve cette symptomatologie dissociative. Donc c'était dissocié. Actuellement, on parle plutôt de troubles délirants persistants d'apparition tardive, ou de schizophrénie d'apparition tardive, voire ultra tardive. Mais c'est vrai que c'est des questions on va dire, de nosographie. On ne parle plus tellement de psychose hallucinatoire chronique. Non. Ouais, si je peux compléter ce que tu dis, Caroline. C'est aussi à un moment donné la PHC où ça a été décrit au moment où on ne connaissait pas beaucoup de choses sur les éléments comportementaux des troubles cognitifs et sur les troubles psychiatriques avec l'élément délirant ou hallucinatoire. Il y a aussi d'autres étiologies qu'on peut évoquer quand ils apparaissent tardivement, donc notamment après 60 ans. Il y a les maladies corps de Lévy, mais il n'y a pas que ça. Donc je pense que c'est une nosographie qui est ancienne, qui était franco-française et qui n'est pas repris dans les DSM, dans les autres. Voilà, donc c'est à utiliser, pas utiliser, on va dire, actuellement pour de nouveaux diagnostics. On a une autre question qui est arrivée. Alors, d'une manière générale, préfère-t-on plusieurs médicaments à dose faible ou moins de médicaments mais à dose maximale quand on n'est pas efficace et sans effet indésirable avec une première molécule? On va toujours essayer d'utiliser la monothérapie en premier et d'arriver à dose maximale efficace, du coup, en fonction de la tolérance, avant d'instaurer une autre molécule. Et Ouais. il faut essayer plutôt de changer de molécule plutôt que d'associer plusieurs molécules. À petite dose, vous risquez d'accumuler les effets secondaires de toutes les molécules aussi, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut essayer de limiter le nombre de psychotropes en général, et encore plus chez la personne âgée. Alors cette fois, je ne vois pas d'autres questions. Pensez bien à regarder dans le chat. Il y a énormément de ressources qui vous ont été partagées via des liens. Donc ça peut peut-être aussi répondre à des questions qui viendraient plus tard. Je pense que c'est bon. Cynthia, ça ne bouge plus de notre côté Oui, sur le chat. oui. Donc on va pouvoir, à mon avis, clôturer. On va pouvoir clôturer. Alors, juste pour information, on rajoutera le partage d'écran fonctionne ou pas? Parce que je ne vous vois plus. Oui, oui. 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 Donc, juste pour finir, tout d'abord, un grand merci encore à nos intervenants,
à nos participants. On a pris l'ensemble. Je suis désolée, j'arrive pas à partager le diaporama comme je le veux. Bon, voilà, là, ça a l'air de marcher, j'espère. Vous trouverez ici les pages sur lesquelles vous retrouvez les replays et supports disponibles. Cyril vous les a transférés également dans le chat, comme ça, avant les publications sur nos pages, bien entendu, vous les récupérez dans le chat. Donc voilà, vous retrouverez toute la partie liée en fait aux psychotropes et également les pages dédiées du CR3PA avec les ressources mises à disposition du CR3PA, notamment en fait le lien avec le guide outils des nouvelles recommandations, hein, des prises en charge des symptômes psychologiques et comportementaux de la SFGG, qui a été source de ce fait de pas mal voilà, d'informations pour nous tous sur cette année 2025. On rajoutera, comme je vous le disais, en élément pour les gens qui n'ont pas pu assister aujourd'hui au replay, le point des discussions qui a été mis là dans le chat avec les différentes ressources citées et outils cités. Et voilà, et donc on vous remercie tous d'avoir pu participer sur ce moment à ce webinaire, en espérant voilà, avoir pu répondre à votre demande et en nous souhaitant éventuellement voilà, une nouvelle session si d'autres cas, entre guillemets, émanent du groupe ou même de vous-même. Merci à tous. On va mettre fin à l'événement. Vous avez nos mails respectifs, donc si jamais voilà, vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, nous sommes joignables par mail là. Et oui, plus de signature pour la pharmacien. Oui, dans le carnet, il y a plus de signature. Oui.